Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer BB24. Voici le sommaire. Certaines associations d'éleveurs et certains acteurs de la filière lait et viande ont été sensibilisés sur les enjeux de la sédentarisation des élevages des ruminants. L'option choisie, ce sont les parcelles fourragères. Appel à l'observance de l'éthique et au respect de la déontologie de la presse béninoise. À travers des échanges intergénérationnels, les bons comportements sont encouragés. Le Sénégal vient de faire un chiffre record dans la production d'anacarde, 32 000 tonnes qui font de ce secteur l'un des plus compétitifs dans le pays. Les parcelles fourragères constituent des espaces réservés et aménagés au bétail pour s'abreuver. C'est la nouvelle trouvaille des éleveurs afin d'éviter les conflits avec les agriculteurs. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a eu une séance d'échange avec différents éleveurs ce jeudi à Cotonou. Il s'agissait de leur faire comprendre la nécessité de les accompagner pour définitivement régler les conflits liés à la transhumance. Calvador Awanou et Gloria Oni. Parvenir à régler les conflits liés à la transhumance, c'est l'objectif visé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, comme solution issue des échanges entre différents acteurs, l'installation des parcelles fourragères pour sédentariser les bovins. Cette rencontre, elle est la bienvenue et je pense que c'est une très bonne décision de pouvoir sédentariser les élevages au Bénin. C'est d'abord que l'objectif qui est visé, c'est d'amener les éleveurs de ruminants à sédentariser les animaux. Cette sédentarisation passe par un long processus. Comme je le disais tout à l'heure, au plan national, en termes de cheptel, nous avons près de 2 500 000 têtes de bovins et près de 3 millions de têtes de petits ruminants, ovins et caprins. Mais ce troupeau est conduit essentiellement sur un mode extensif. Cela voudra dire que les animaux se nourrissent de parcours naturels. Sensibiliser reste la seule alternative pour venir à bout de ces conflits entre éleveurs et agriculteurs qui perdurent depuis des années. L'expérience se fait déjà sur les fermes d'État. Il s'agira de leur porter l'information et de leur présenter les mesures d'accompagnement. Donc, nous pensons que quand on va pouvoir limiter le mouvement des animaux, cela va un tant soit peu éviter beaucoup de problèmes. L'installation des parcelles fourragères va pouvoir améliorer un tant soit peu aussi les performances zootechniques de nos animaux. Il s'agira donc de limiter la mobilité du bétail en réduisant les conflits meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. L'éthique dans la presse béninoise. Eh bien, la problématique était en débat à la Maison des médias cette semaine. À l'invitation de l'organe de presse écrite Éducation, plusieurs gloires de la presse béninoise ont partagé leur expérience avec la jeune génération. À l'occasion, Gisèle Adissouda, invitée spéciale des rencontres intergénérationnelles des médias, a partagé son parcours. Plus de détails dans ce reportage signé Patrick Adiagodou. Il fallait avoir un peu de poigne pour rester dans ce milieu. Elle n'est plus fière de dire qu'elle est une journaliste face à deux générations d'hommes et de femmes des médias, celle d'aujourd'hui et celle en devenir. Gisèle Adissouda s'interroge. Est-ce qu'aujourd'hui, notre presse peut se targuer d'être le quatrième pouvoir? Est-ce que notre presse est respectée? Est-ce que les journalistes sont bien? Comme dirait l'autre, la plupart sont même clochardisés. C'est une vraie question. Parfois, on n'est même pas fier de dire qu'on est journaliste. Sur le plateau des rencontres intergénérationnelles des médias, tous ici ont fait le débat sur le nouveau modèle de journaliste qui doit émerger au Bénin. Le journaliste doit avoir le doigté d'un médecin, la souplesse d'esprit d'un homme de lettres, la prudence d'un homme de loi, le sens de responsabilité d'un éducateur. Tout le monde s'accorde à reconnaître aujourd'hui la suprématie de l'argent
sur l'éthique et la déontologie. Pour la grande majorité des professionnels des médias, beaucoup ne peuvent pas se lever et justifier de ce que, par rapport à leur moralité, que les gens ne leur reprochent pas des choses aujourd'hui dans la profession. Que ce soit sur la radio, sur la télévision et au niveau de la presse écrite, chacun doit pouvoir se dire, dès que je m'en vais pour faire mon travail, eh bien les notions d'éthique, je les respecte parce que ma déontologie me l'exige. Quand on parle d'éthique, ce n'est pas seulement le journaliste, c'est aussi une question qui engage l'entreprise de presse elle-même. Parce que quand vous retrouvez des titres siamois dans les organes de presse, est-ce que c'est éthique ? Il faut travailler à ce que les organes de presse béninoises soient vraiment indépendantes. Et il n'y a pas de l'indépendance sans une autonomie financière. Une presse loin des puissances financières, c'est encore possible. Autant les décideurs doivent codifier le fonctionnement des médias, autant ces acteurs doivent changer de paradigme pour faire éclore une nouvelle éthique à l'aune des techniques d'information et de la communication. Défi à relever durant la carrière du jeune enseignant-chercheur. C'est là le thème d'une conférence-débat qui s'est tenue à l'université d'Abomey-Calavi. L'objectif était de comprendre l'importance des travaux pratiques et de mettre l'accent sur les qualités d'un enseignant-chercheur. C'est le professeur Brice Saint-Saint, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi, qui a d'ailleurs animé la communication. Alexis Segbemon et Amandine Agnambossou pour plus de précisions. L'enseignant-chercheur a des droits mais aussi des devoirs. Pour bien remplir sa mission, il doit relever plusieurs défis. Et le premier reste la ponctualité. Le temps, c'est un peu comme un fluide. C'est très difficile de cerner un fluide. Et c'est ça qui fait que si vous prenez de retard sur le temps s'écoule. S'égrène et s'égrène à l'infini. Et c'est ça qui fait qu'on doit retenir le temps, la période de temps nécessaire pour effectuer une activité. Autrement, vous perdez par rapport au temps. Et c'est un défi surtout pour les Africains d'une manière générale et ici au Bénin de façon particulière. À tous les niveaux, même les dirigeants ne sont pas conscients du temps qu'ils font perdre lorsqu'ils programment une réunion à 8h et ça mène à 10h, à 10h et ça mène à 14h et ainsi de suite. On perd du temps. On perd en réalité sur l'économie. En tant qu'éducateur, l'enseignant-chercheur a le devoir d'assister les apprenants surtout sur leur lieu de stage. L'objectif est de livrer sur le marché du travail des citoyens capables de développer leur pays. Il n'est pas question de se dire il y a trop de problèmes, faisons de l'approximatif. Formons de manière approximative. Vous aurez alors des ministres approximatifs, des présidents approximatifs, des PDG approximatifs. L'éducation n'est pas du tout une question à prendre à la légère. L'apprenant qui vient pour acquérir des compétences se doit coûte que coûte de rentrer chez lui, non pas avec le papier, le diplôme nous le signons sans problème, mais avec le contenu du diplôme, c'est-à-dire la compétence. Et pour cela, il a besoin d'un temps d'attention, il a besoin qu'on l'encadre. Les universités sont confrontées à la massification, à la surcharge en étudiants. Mais c'est une responsabilité de l'État, de la nation. En initiant cette conférence débat, les organisateurs ont voulu mettre l'accent sur l'importance des travaux pratiques et des recherches dans les universités. Donc, en suivant cet enseignement, les doctorants vont voir l'utilité des TP, l'utilité des TD, l'utilité des sorties pédagogiques pour la géographie surtout. Et tout ce qui est sciences exactes et autres, nous devons sortir. Mais en dehors de ça, le salaire qu'on paye aujourd'hui à un enseignant de supérieur, qu'est-ce que ce salaire devait faire? Voilà, la conférence nous permet de voir comment un professeur devrait vraiment s'abonner à des revues, voyez, scientifiques. Son devoir de se sacrifier aussi sur le plan scientifique pour pouvoir faire certaines choses. Je suis dans un domaine où je ne suis pas bien renseigné. Comment voulez-vous que je forme des gens par rapport à des actualités au niveau international? L'innovation, la formation et la recherche scientifique constituent donc les qualités d'un bon enseignant-chercheur.
En bref, à présent, au Sénégal, 2300 localités ont été électrifiées entre 2012 et 2018. Selon Baba Diallo, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, en 2012, le taux d'électrification était de 24%, représentant 1640 localités électrifiées. Aujourd'hui, grâce aux travaux d'électrification pouvant être assimilés à des autoroutes de l'électricité, 2300 localités supplémentaires ont bénéficié de l'énergie électrique. Un avancement qui porte le nombre total de localités dans le pays à plus de 3900, passant ainsi de 24% en 2012 à 43% en 2017. On reste au Sénégal pour dire qu'environ 32 000 tonnes d'anacarde ont été transportées à partir du port de Ziguinchor, ce qui a généré un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de francs CFA au cours de la campagne d'anacarde de l'année 2018. Des chiffres qui font de ce secteur l'un des plus compétitifs de ce pays. Reportage. 2018 a été pour la filière anacarde ici en Casamance une année de prise de mesures fortes, d'évolution, mais surtout d'innovation avec l'interdiction d'exporter le produit par voie terrestre. Cette dernière décision a été le déclic d'une renaissance de la filière. Après une première expérience, l'heure est à l'évaluation. Cette campagne nous a permis, avec l'appui de tous les acteurs de la filière, d'augmenter substantiellement les flux commerciaux du port de Ziguinchor en exportant en 2018 31 871 tonnes d'anacarde, représentant une valeur financière de 20 milliards 627 millions 18 000 francs 200. Alors qu'en 2017, on n'avait enregistré que l'exportation de 56 tonnes. Mieux encore, durant la campagne de 2018, il a été noté la création de 400 emplois pour les dockers, dont 200 à titre permanent et 200 à titre temporaire. Alors qu'en 2017, le port ne disposait que de 70 travailleurs permanents pour toute activité confondue. Au titre de cette même année 2018, les dockers ont gagné des revenus estimés à 57 389 000 francs, alors qu'en 2017, le revenu n'était que de 81 250 francs. Donc de 81 000 francs à 57 millions de francs CFA entre 2017 et 2018. Et la liste est loin d'être exhaustive. Aujourd'hui, grâce à ces résultats, notre pays gagne une place sur le marché mondial, un objectif des autorités qui est atteint. Surtout montrer aux gens que la filière anacarde pouvait bien profiter aux producteurs, aux populations et à tous les acteurs. Et même à l'État. Parce que le Sénégal, je pense juste que l'année dernière, n'était pas inscrit parmi les pays exportateurs de cajou. Mais je pense qu'à partir de 2018, nous allons figurer parmi les pays exportateurs de cajou, avec un chiffre de plus de 20 milliards. Un travail de l'État salué par tous les acteurs, mais pour que cette compétitivité de la filière soit pérenne, il faut relever un certain nombre de défis. Parmi celles-ci, on peut relever la faible valorisation de la filière, notamment la transformation, mais également le manque de formation et d'équipement des transformateurs locaux. Parfois, les difficiles conditions d'accès au financement, les conditions de stockage, et il est heureux d'annoncer et de rappeler que nous avons aujourd'hui au Sénégal une loi sur le système de récépissé d'entrepôt qui permet à une PME ici à Ziguinchor de créer un entrepôt et en lien avec la banque de faire des prestations de services et les banques pourront financer assez rapidement les activités de production mais également les activités de portage. Mais nous espérons d'ici le démarrage de la prochaine campagne que ces difficultés trouveront des solutions. De 56 tonnes en 2017 à 31 000 tonnes en 2018, des chiffres qui donnent raison à l'autorité sur l'importance d'utiliser le transport maritime pour l'anacarde. L'évaluation de cette campagne a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour plus de résultats. Une dernière brève pour mettre un terme à ce journal. La masse monétaire globale de l'Afrique du Sud a connu à la fin de l'année 2018 sa croissance la plus faible depuis 2012. Les données disponibles et publiées par la Banque centrale sud-africaine suggèrent que cette faible progression aura été surtout le fait de la faible demande de crédit au sein de l'économie, tandis que la base monétaire a connu en 2018 son plus fort bond depuis 2013 en progressant de 9,13%. Et que les avoirs extérieurs nets sont repartis à la hausse, l'encours global des crédits accordés à l'économie a connu pour sa part sa plus modeste progression depuis l'année 2013. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention.